Voilà, donc je pense qu'on a laissé un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte. On va pouvoir lancer ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. Et comme je le disais, vous pourrez, pour poser des questions, vous aurez un bon quart d'heure à la fin de ce webinaire d'échange. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, et à ce moment-là, à réactiver vos micros qui sont désactivés là, pendant la présentation. Voilà, donc je me présente. Donc, Sylvie Simon. Je suis présidente de la société Speedianet. Notre promesse chez Speedianet, c'est d'aider les entreprises donc à gagner en compétitivité, en productivité, et ça grâce à un outil innovant qui est l'intelligence artificielle. Voilà. Et comme vous le savez, donc ça va être le cœur de notre sujet aujourd'hui, et notamment on va se pencher sur l'IA appliquée au marketing, donc à votre métier du marketing. Voilà. Et comment j'en suis arrivée là? En fait, j'ai plus de 30 ans d'expérience derrière moi d'accompagnement, de transformation vers le digital de grandes entreprises et de moins grandes d'ailleurs. Voilà. Et le sujet est venu tout simplement par un constat, c'est que tous ces leviers technologiques innovants sont certes accessibles aux gens du CAC 40 et encore, pas toujours, mais pour toutes les entreprises qui aujourd'hui ont certes beaucoup besoin de compétitivité, souvent ce levier n'est pas utilisé. Donc par méconnaissance, par fausse croyance, voilà. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'avoir ce focus sur l'intelligence et d'avoir un angle d'attaque qui est le marketing. Donc, je vous présente notre petit voyage ensemble dans l'IA. Donc, on va d'abord parler tout simplement de l'IA dans nos vies parce que vous êtes peut-être comme Monsieur Jourdain, mais vous utilisez l'IA et je vais vous le prouver tous les jours. Et ensuite, bien évidemment, le cœur de ce webinaire, c'est d'échanger avec vous sur des cas d'usage appliqués au marketing. Et on parlera absolument de tous les secteurs d'activité, vous verrez. Donc, on parlera aussi bien du tertiaire que, je dirais, de tous les autres secteurs qui sont l'industrie et autres. Et ensuite, on évoquera le sujet de comment s'y prendre. La grande question que souvent les entreprises se posent, bien évidemment. Et ensuite, je vous parlerai, pour terminer, d'une offre que je vais vous proposer. Voilà donc le voyage que je vous propose. Donc, on va commencer. Et avant de commencer, je vais vous proposer de répondre à un petit sondage, donc très rapide, 2 questions. Donc, je vais lancer le sondage. Vous avez une petite minute ou 30 secondes pour répondre aux 2 questions. Et ensuite, je vous montrerai les résultats. Donc, voilà. Donc, vous avez devant vous normalement le sondage qui vous pose 2 petites questions toutes simples. Sous quelle décade est née l'IA? Et deuxième question, à quand l'adoption de l'IA dans votre entreprise? Donc, je vous laisse encore 1 minute pour répondre. Alors, je pense que tout le monde a pu... Enfin, je vois que les réponses encore arrivent. Donc, j'attends encore 20 secondes. Voilà, je mets fin au sondage. Et je vous partage les résultats. Alors, les résultats, et qu'à la première question, les avis sont très partagés. Donc, entre les décades. Donc, on va tout de suite répondre à cette question. Et la deuxième question, je vois qu'il y a beaucoup déjà d'adeptes de l'IA, puisque vous êtes à 70% à penser que c'est dans votre entreprise, c'est aujourd'hui ou demain, donc ce qui est très rapide. Donc, j'arrête le partage des résultats. Voilà, et je reviens à la présentation. Alors, on va répondre tout de suite à la première question. Donc, alors, j'ai un petit souci. Voilà. Alors, la réponse à la première question. Donc, une petite partie, un quart des présents ont trouvé la bonne réponse. En fait, c'est dans les années 60 qu'est née l'IA. C'est à cette époque que des chercheurs cherchaient déjà
à transmettre dans des ordinateurs donc des comportements humains. Donc, et c'est à travers les chercheurs John McCarthy et Monsieur Lennon qu'ont commencé en fait ces recherches. Et c'est à peu près 3 décades plus tard que l'IA a réellement, donc s'est réellement implantée dans nos vies et dans nos professions. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ces moments-là, dans les années 90, donc est arrivé bien évidemment la puissance décuplée des machines, est arrivé le cloud, est arrivé donc toute la technologie qui a permis justement de faire des bonds donc, dans la connaissance de l'intelligence artificielle. Et elle s'est vulgarisée, l'IA, à partir des années, on va dire fin 90, début 2000, tout simplement par le fait que c'est le premier moment où l'humain s'est fait battre par des machines et l'intelligence humaine a été supplantée, et notamment à travers les sujets d'IBM Deep Blue qui a battu Garry Kasparov, tout le monde a entendu parler de ça, et également plus tard, quelques années plus tard, l'IA qui a battu également au jeu de l'AlphaGo, donc le champion du monde, sachant que pour info, l'AlphaGo, c'est 10 puissance 762 combinaisons possibles contre 10,60 au niveau des échecs. Donc, je vous laisse imaginer les progrès qu'ont fait l'IA. Et puis, ça a continué, on ne s'est pas arrêté là. Donc, en fait, ce qui a permis, je dirais, de faire un bond dans les 2 dernières décades à l'IA, c'est tout simplement l'évolution de la technologie à travers, donc, comme je disais, le big data, le cloud et puis tous les sujets. Donc, et comme je vous l'évoquais tout à l'heure en vous présentant l'agenda, l'IA est dans vos vies. Donc, alors, vous allez me dire où? Très simplement, l'IA, déjà, vous l'utilisez tous les jours dans vos réseaux sociaux. Donc, vous l'utilisez donc également si vous avez des assistants personnels. Donc, vous l'utilisez également dans toutes les applications, notamment, par exemple, quand vous cherchez à faire des traductions d'une langue à l'autre. Donc là, je vous ai mis un exemple, Reverso. Vous l'utilisez bien sûr par tous les moteurs de recherche. Vous l'utilisez sur des besoins précis. Par exemple, je recherche une plante, je prends une photo de ma plante. C'est l'application PlanteNet qui, en 1 seconde, vous donne toutes les informations sur la plante que vous avez photographiée. Vous avez la même chose pour la musique, donc Shazam. Vous écoutez une musique et en un instant, donc, vous découvrez son auteur, son titre, etc., et toute son histoire. Et vous pouvez l'utiliser même également pour composer de la musique. Vous avez une solution qui s'appelle Avera Technologies et qui aujourd'hui, la SACEM reconnaît donc les droits d'auteur sur cette musique. Donc vous voyez qu'en fait, l'IA, elle est partout dans nos vies. Donc, et bien évidemment, dans votre métier, donc, elle est très présente et on va voir donc, des cas d'usage bien précis tout à l'heure, mais elle est présente dans les sujets de personnalisation de vos offres, de différenciation de vos offres, sur toutes les campagnes de fidélisation, vous pouvez mettre de l'IA, etc. Donc, je n'en dévoile pas plus parce qu'on va passer un petit moment sur ces cas d'usage. Bon, évidemment, dans le commerce qui est bien évidemment le pendant du marketing, puisque c'est le principal objectif du marketing, de vendre. Donc, on va le retrouver dans tout ce qui est les conseillers virtuels, dans tout ce qui est la gestion des stocks, la prévision des réassorts, les recommandations d'articles complémentaires, etc. Tout ce que vous connaissez également sur le e-commerce. Donc voilà, et excusez-moi. Et au-delà donc de vos métiers, du marketing et du commerce, l'IA est présente dans tous les secteurs. Par exemple, dans la santé, nombreuses applications permettent d'aider les radiologues, par exemple, à diagnostiquer et à poser un diagnostic, permettent d'aider aussi donc, à préconiser des traitements. Vous avez également dans l'environnement, par exemple, sur l'épandage des eaux et l'optimisation, donc pour les agriculteurs, donc l'IA peut aussi faire énormément de choses. Dans les transports, sur les véhicules autonomes, vous en avez tous entendu parler, mais au-delà de ces applications, on a également toutes les applications Internet à travers le covoiturage qui utilisent de l'IA, puisque qui vous localise, qui vous propose la meilleure voiture le plus près possible et la moins chère possible, ou du moins par rapport au prix et à la catégorie que vous choisissez. Et puis, vous avez dans la finance énormément de solutions, notamment sur tout ce qui est détection de fraude, tout ce qui est aide à l'octroi de crédit, donc est très, très utilisé, et bien évidemment aussi les prévisions du marché. Donc voilà pour faire un tour très rapide de l'IA sur les métiers. Donc l'impact maintenant de l'IA sur ces métiers.
Alors, souvent, on entend l'IA, c'est bien, mais en fait, ça va prendre la place de l'homme. Je vais perdre mon emploi. Donc, et c'est je dirais un adage qui est assez répandu et que les médias s'amusent aussi bien à le diffuser. En fait, c'est vrai dans certains cas. Donc, il ne faut pas voilà, se voiler la face. Dans certains cas, certaines métiers vont être absolument à 100% remplacés ou peuvent être remplacés par des solutions d'automatisation. Donc là, je vous ai mis un exemple qui sont les opérateurs de back-office qui font des tâches répétitives de saisie d'informations. Ben ça peut être tout à fait aujourd'hui à 100% remplacé par de l'IA. Vous avez des métiers où l'IA va plutôt libérer et permettre de rationaliser les tâches, c'est-à-dire de laisser les tâches à plus de valeur à l'homme, et par contre de réaliser des tâches qui peuvent être des fois soit dangereuses, soit pas, je dirais, aucune valeur donc, pour l'homme. Par exemple, dans un entrepôt, vous avez toute la partie manutention qui peut être faite aujourd'hui par des robots intelligents. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans ce cas-là, en fait, une partie des tâches va être réalisée par l'IA et une partie par l'humain. Et en fait, l'humain va plutôt garder les tâches donc à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et puis, vous avez beaucoup de métiers, dont le métier, bien sûr, du marketeur fait partie, donc qui là vont être augmentés en termes de capacité à décider, capacité à faire grâce à l'IA. Et c'est ce qu'on va voir donc à travers des exemples concrets juste après ce paragraphe. Donc, c'est ce que je vous ai promis, c'est de rentrer directement dans des cas d'usage très concrets. Alors, je vais lister un certain nombre de cas d'usage qui apportent tous des angles de performance différents. Donc, le premier que j'évoque ici, c'est le cas d'usage qui concerne l'angle de la création. Donc, quand on parle de création, on dit que la création, on ne voit pas trop l'IA où elle pourrait intervenir. En fait, si. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des solutions d'IA, et c'est le cas là, du premier cas d'usage, qui permettent d'analyser dans, bien sûr, tous les réseaux, dans, je dirais, tous les sites, quelles sont les tendances donc, actuelles donc, et qui savent reconnaître et sont entraînés pour reconnaître des formes, des textures, des couleurs, donc analyser des images 3D. Et en fait, là, l'exemple que je vous présente, c'est une grande marque de luxe donc, qui a utilisé l'IA dans deux cas d'usage. Un premier cas, donc, pour l'aider à analyser les tendances, alors c'était sur le rayon les jupes, les tendances à venir pour la mode de l'été, donc, et qui, grâce à ça, a pu déterminer 3 types de tendances différentes et a pu donc produire donc, ces jupes par rapport à ces 3 tendances. Et elle a immédiatement constaté que les ventes par rapport à l'année précédente, où elle n'avait pas utilisé donc, cette IA, ont bondi de quasiment 10%, enfin c'est un petit peu plus de 9%. Et surtout, comme elle a eu une prévision très fine donc, des potentielles volumétries de vente, donc, son stock donc, de fin de saison, donc, bien évidemment, était beaucoup moindre. Donc, en fait, productivité également. Et la même enseigne donc, a également utilisé donc, cette IA dans un défilé de mode. Donc, le défilé de mode, donc, bien évidemment, chaque défilé, comme vous le savez, a des accessoires, qui sont des accessoires, bien sûr, importants, puisque c'est une partie du chiffre d'affaires important de la marque derrière. Et lors du défilé de mode, donc l'IA a permis d'identifier quel était potentiellement l'accessoire qui aurait le plus de succès donc, en termes de revente derrière. Donc, par rapport à l'analyse des réactions, par rapport à énormément de choses qui ont été croisées. Donc, voilà. Et ça, c'est un autre exemple donc, d'utilisation dans le luxe de l'IA donc, et sur la création, parce qu'en fait, là, c'est vraiment donc, la création de l'offre. Alors, maintenant, on passe dans un tout autre secteur. On quitte le luxe donc, et on est plutôt dans le secteur de la distribution. Alors, distribution, là, en l'occurrence, c'est la distribution agroalimentaire. Donc, et là, donc, on utilise l'IA donc,
pas du tout pour de la création, mais pour de la alors c'est un petit peu de la création aussi, c'est déterminer quelle sera la meilleure localisation de mon point de vente. Donc et ça, c'est, clé pour, des marques de distribution. Donc là, c'est une grande marque de distribution, comme je disais, d'agroalimentaire, qui a utilisé une solution, qui permet de lui donner en temps réel, l'analyse des flux, des, smartphones, du trafic dans la zone de chalandise, du magasin. Donc, évidemment, pour le sujet de la localisation, donc, cet état et cette analyse a été faite dans plusieurs lieux qui avaient été pré-ciblés, donc, et a permis de déterminer finalement quel serait, par rapport au flux de personnes donc qui passent à ces endroits, quel serait l'endroit le plus pertinent, pour donc, mettre en place ce nouveau point de vente. Donc ça, c'était la première utilisation. Après, cette solution permet aussi d'aller plus loin. Donc d'aller plus loin parce que non seulement elle identifie le flux, donc de zones de trafic, mais elle permet aussi d'être beaucoup plus fine et d'identifier le type enfin la catégorie, je dirais, de personnes qui passent dans ces alentours. Est-ce que c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes? Est-ce que c'est plutôt des catégories professionnelles, sociaux élevées, etc. ou pas Voilà. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement de cibler ces campagnes promotionnelles. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important pour ces marques. Donc, comme vous voyez, c'est également une utilisation complètement différente de l'IA, mais et qui adresse là l'optimisation du choix d'implantation des sociétés de distribution. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Alors, troisième sujet, là, on passe dans un tout autre secteur également. On passe dans le commerce B2B. Donc là, enfin, vous le voyez, donc je ne peux pas le cacher. Donc c'est une société qui commercialise essentiellement des équipements pour les entreprises de toutes sortes et qui a à la fois une marque en propre et également qui commercialise des marques partenaires. Donc cette entreprise donc, avait donc, deux soucis. Donc le premier, c'est qu'elle avait mis en place donc, une solution, bien sûr, en ligne Internet et que le taux de conversion n'était pas très bon sur cette solution. Et son deuxième souci, c'est qu'elle recevait énormément d'appels d'offres donc, de différentes sociétés, qu'elle passait un temps fou à gérer ces appels d'offres et que surtout, dans les appels d'offres, souvent, elle oubliait de préconiser sa marque et qui était bien évidemment la marque sur laquelle elle a le plus de rentabilité et de productivité. Donc, elle a choisi une solution qui lui a permis d'adresser ces deux enjeux. Donc, le premier a tout simplement permis de mettre en place sur le site un algorithme qui permet de recommander des accessoires complémentaires quand une entreprise commande. Alors, je prends un exemple très simple. Voilà, je suis entrepreneur dans le bâtiment, je commande une échelle. On me propose automatiquement de commander un casque de protection. On me propose automatiquement de commander des chaussures de sécurité. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Et le fait de mettre donc cet algorithme de recommandation sur le site a permis à Manutan, d'une part, d'avoir une croissance de taux de conversion de plus 20%. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une visite se passait sur le site, donc 20% des personnes commandaient. Donc ça, c'est énorme. Enfin, la croissance de 20% est énorme. Et surtout, elle a également optimisé son panier moyen de 10%. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise de ce type. Donc ça, c'est le premier sujet. Et l'adressage du deuxième sujet, qui était les appels d'offres très nombreux, en fait, l'IA a permis deux choses, d'automatiser, de reconnaître en fait les articles donc demandés dans les appels d'offres automatiquement, de les reconnaître, et surtout d'appairer avec des articles équivalents de la marque Manutan. Donc, ce qui fait que d'une part, 85% des appels d'offres ont pu être traités de façon automatisée, première chose. Et deuxième chose, Manutan a gagné en productivité puisqu'en fait, dans plus de 70%, elle a permis de substituer des articles qui étaient demandés, des articles d'autres marques, par les siens, puisque les propositions, bien sûr, ont été acceptées. Donc voilà un cas d'utilisation aussi assez intéressant. Je pense qu'il peut s'appliquer à de nombreuses entreprises. Alors, autre sujet, et non des moindres, parce que ça, c'est vraiment le cœur
je dirais, des stratégies en fait marketing d'ailleurs, de fidéliser les clients. C'est bien quelque chose de clé. Donc là, il s'agit là du secteur du e-commerce. Donc là, c'est une enseigne de distribution également du e-commerce qui menait régulièrement sur son site des campagnes promotionnelles sous forme de bons de réduction distribués aux visiteurs des sites. Bon, ces bons étaient distribués, je ne dirais pas au hasard, mais presque. Donc, et le retour sur investissement de ces bons n'était pas prouvé dans l'entreprise. Donc, ce que l'IA a permis dans ce cas, donc, c'est premièrement d'avoir une analyse temps réel comportementale des internautes qui se connectent sur le site. Est-ce que c'est des gens qui, une première connexion, qui ne sont jamais venus? Est-ce que c'est des acheteurs fréquents, récurrents, qui à chaque fois qu'ils se connectent achètent à 100%, donc pas de problème, je n'ai pas besoin de leur envoyer des bons de réduction? Ou est-ce que c'est des acheteurs hésitants qui, de temps en temps, viennent regarder les produits, mais bon, n'ont pas encore passé à l'acte? Et cette analyse, en fait, a permis de distribuer donc, de façon différente les bons de réduction. Et le retour de cette campagne est que simplement, le ROI a été multiplié par 3. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu 3 fois plus de retours et de commandes que lors des campagnes précédentes qui n'avaient pas implémenté d'IA. Donc, voilà un autre exemple sur le sujet de la fidélisation des clients. Alors, donc là, on arrive sur un sujet aussi qui est bien évidemment aussi clé pour l'entreprise. Donc là, on passe dans un secteur nouveau qui est l'assurance. Donc l'assurance, comme vous le savez, donc, ont des process souvent très complexes, des parcours clients qui sont multicanaux, puisque dans une assurance, vous avez à la fois du web, du mobile, de l'agence, du call center. Donc, il s'agit là d'une grande assurance nationale qui, qui avait constaté tout simplement qu'elle faisait beaucoup, elle avait un volume énorme de devis qui étaient demandés via son site et que ce volume de devis qu'elle faisait, qui était donc très consommatrice de temps, le retour sur investissement, c'est-à-dire les commandes réelles suite à ces devis, le taux de transformation était vraiment déplorable. Donc, en fait, il y avait énormément de travail qui était fait par les conseillers et qui n'était pas efficace du tout. Donc, c'est parti de ce constat, donc très simple, d'optimisation du parcours client. C'était vraiment leur volonté. Et donc, ils ont utilisé une solution qui leur a permis de scruter de façon automatisée. Donc, ils ont mis en place cette solution qui, pendant un certain temps, a scruté plus de 26 000 parcours clients sur une quinzaine de milliers de clients. Donc, a analysé tout ça. Et on a ressorti, en fait, 3 parcours qui étaient les 3 parcours les plus fréquents utilisés par les clients, qui étaient donc très importants d'optimiser. Donc, le sujet a été de retravailler ces parcours, donc de les optimiser. Donc, et grâce donc, à cette analyse pertinente, donc l'assurance a vu bondir ses taux de souscription, donc pareil autour de 10%, mais c'est très important. Mais surtout, en fait, elle a gagné énormément de temps en appels sortants, c'est-à-dire en disponibilité des conseillers pour passer des appels. Et surtout, les appels sortants, ça a permis de les cibler. Donc, en fait, de cibler les clients qui étaient potentiellement ceux qui auraient le plus de chances de souscrire une assurance. Voilà. Donc, ça non seulement ça a divisé le délai de rappel des clients par 2 en termes de temps, mais en plus, surtout, les conseillers ont aujourd'hui un ciblage des appels qui est beaucoup plus fiable que les appels qu'ils passaient historiquement. Donc voilà, donc en fait la productivité a été forte pour cette assurance grâce à cette IA. Donc voilà, ça c'était sur le sujet du parcours client et de la productivité, bien évidemment des opérations. Alors, autre sujet, non des moindres également, la satisfaction. Donc, la satisfaction du client. Donc là, on passe sur une banque. Donc, alors ce sujet d'ailleurs a été mis en place à la fois par une grande banque mutualiste, mais aussi par une néobanque qui aujourd'hui utilise toutes les deux la même solution.
Donc, cette banque faisait le constat que ses conseillers de clientèle passaient énormément de temps à gérer leur boîte mail. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des flots continus tous les jours d'appels clients qui leur demandent des rendez-vous, qui leur demandent des infos sur les contrats, qui les appellent pour un sinistre, qui les appellent, pardon, pas pour un sinistre, qui les appellent pour avoir des informations sur leur potentiel crédit en cours, etc. Et donc, le constat était d'une productivité pas très bonne de ces conseillers et surtout un manque de temps pour traiter les dossiers complexes. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une solution qui permet, d'une part, d'analyser tous les mails entrants, de les catégoriser, bien sûr par type de mail. Donc, est-ce que c'est un mail qui concerne une demande de rendez-vous? Est-ce que c'est un mail pour de l'information sur mes contrats en cours? Est-ce que c'est un mail pour fermer un compte? Est-ce que c'est, enfin, etc., etc. Et donc le conseiller arrive le matin, il a donc dans son PC tous les mails catégorisés automatiquement. Il a également pour chacune des catégories des propositions de réponses faites au client, que bien évidemment il peut personnaliser, ça va de soi, mais il a en fait une grande partie du travail qui est déjà mâché. Et en plus de ça, par exemple, s'il prend un rendez-vous, il a automatiquement, quand il ouvre le mail, son agenda qui se met en ligne et qui lui permet d'aller directement pointer et fixer le rendez-vous. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui a permis de gagner énormément en productivité. Et cette même banque, au-delà de ça, a également en plus mis en place un chatbot qui permet de traiter nombre de cas en ligne et qui aussi se connecte bien sûr au back-office avec toutes les informations qui concernent les contrats des clients. Donc, le résultat de cette opération, ça a été 60% de plus de rapidité de retour client, donc ça, énorme. Et surtout, là, il s'agit quand même de 20 000 conseillers qui étaient concernés sur la banque mutualiste. Donc, ils ont gagné plus de 200 000 heures de travail, donc ces 20 000 conseillers, ce qui fait que, évidemment, ce temps-là a été redispatché sur des sujets de plus forte valeur où les conseillers, là, vraiment, ont des dossiers complexes en main à analyser. Donc, voilà. Et sur le sujet du chatbot, ça permet aussi un service ouvert 24 heures sur 24 en ligne avec toutes les informations que vous pouvez avoir directement. Et ça, c'est un service aussi qu'a mis une des néobanques dont je parlais tout à l'heure. Donc, autre sujet, après le sujet de la satisfaction client, la prévision des ventes. Alors ça, c'est un sujet qui est aussi crucial. Donc là, je vais parler d'un cas d'usage qui concerne le commerce spécialisé. Donc, il s'agit d'une enseigne de distribution de matériel, bricolage, jardinage, etc. Qui souvent avait des soucis par rapport à la valorisation de ses stocks et surtout avoir les bons stocks au bon moment pour pouvoir alimenter ses magasins et donc pas perdre de vente, bien évidemment. Donc là, la solution d'IA, ce qu'elle a mis en œuvre, c'est qu'elle a permis de pouvoir avoir une fiabilité de la prévision des ventes. Grâce à quoi? Grâce à une solution qui, en temps réel, va analyser plusieurs paramètres. Donc, va analyser l'historique, par exemple, des ventes à la même période, va analyser quelle est la météo dehors. On sait que sur ces chaînes-là, c'est important. Va analyser quelles sont les promotions en cours dans mon magasin. Donc, va analyser l'état de mes stocks également, etc. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui sont croisés. Et cela permet automatiquement d'avoir une fiabilisation de ces prévisions et donc de pouvoir mieux prévoir ces réassorts et mieux identifier évidemment le niveau de stock nécessaire. Et le constat pour cette enseigne a été très simple, c'est immédiatement le mois suivant, croissance des ventes de 5%, donc ce qui est pas mal pour une enseigne de ce type, et surtout baisse de la valorisation de ces stocks de 10%. Donc voilà, donc là encore un sujet intéressant qui a permis à cette enseigne de gagner en productivité également, bien évidemment.
Alors là, j'ai fini sur le sujet. Alors, j'en aurais des tonnes d'autres à vous présenter en réalité. Bon, je n'ai pas parlé de la stratégie de pricing, je n'ai pas parlé de plein de choses en fait qui aussi sont des cas d'usage intéressants dans vos métiers. Ce que je voudrais prendre donc un petit temps donc, pour vous parler maintenant de la démarche. Donc, comment s'y prendre? Vous allez me dire, ces cas d'usage sont alléchants, donc c'est intéressant, mais moi, entreprise, comment je peux m'y prendre? Donc, souvent, la première chose alors peut-être que ce n'est pas votre cas, mais la première chose qu'on a en tête quand on parle d'IA, on dit le coût d'investissement est fort. Donc, moi, je n'aurai pas les moyens de mettre en place une solution de ce type. En fait, ce qu'on oublie quand l'on parle de ces coûts, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, on a de nombreuses solutions d'intelligence artificielle verticalisées par secteur d'activité, par métier, par cas d'application, donc, et qui sont disponibles en mode, donc, comme on dit ça, c'est-à-dire payable donc, à l'utilisation, au service. Et donc, ces solutions ne sont pas sur des prix exorbitants. Donc, en général, quand on met une solution, c'est des dizaines de cas à payer, quelques dizaines de cas à payer par an d'utilisation, mais ce n'est pas des choses inabordables. Donc, quelle que soit la taille, bien sûr, de l'entreprise. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est souvent on dit oui, mais alors moi, après, pour maintenir cette solution, j'ai besoin d'experts. Des experts, c'est cher, c'est rare, c'est compliqué à recruter, ce n'est pas dans mes moyens. C'est vrai, les experts, c'est cher, c'est rare. Donc, ceci dit, aujourd'hui, toutes les solutions dont j'ai parlé plus haut sont des solutions qui sont préparamétrées, qui sont ouvertes au paramétrage de façon simple, c'est-à-dire que l'utilisateur final, qui est la personne métier de l'entreprise, est capable de la spécifier, de la faire évoluer, donc pour répondre au sujet du moment et aux besoins qu'il souhaite implémenter. Donc, et en fait, il suffit souvent d'avoir une personne qui connaît bien le métier, donc que l'on a formé bien sûr au départ, et qui est tout à fait capable de réaliser les évolutions sans avoir à recruter de data scientist ou d'architecte IA, etc. Donc, troisième sujet qui souvent est un sujet qui revient sur la table une fois qu'on a parlé, qu'on a éludé le sujet de l'argent, c'est le ROI. Donc, on dit, moi, je peux investir dans des projets qu'à partir du moment où j'ai un ROI sur la table qui ne sera pas trop long. Donc, je ne peux pas me permettre d'attendre 18 mois pour avoir un ROI ou 2 ans. Ce n'est pas possible. Alors, ce que l'on oublie souvent, c'est que les projets d'IA sont des projets qui se réalisent en mode agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe sur des démarches de proof of value, c'est-à-dire qu'on va prouver sur un petit périmètre restreint que la solution apporte un ROI à l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, il faut arrêter, il ne faut pas aller plus loin. Donc, on n'est pas là dans une démarche de la technique pour la technique, on est dans une démarche de l'approche valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, et ce sujet, en fait, est très important. Donc, c'est également le slide suivant. Je vais vous parler également des différentes étapes. Donc, et on va reparler de ce sujet-là. Donc, alors, justement, avant, donc, juste de reparler des étapes, je vais vous parler maintenant des leviers pour réussir. Donc, les leviers pour réussir, la première chose qu'une entreprise doit avoir, donc, c'est des données digitalisées de qualité. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin que toute l'entreprise, si on met par exemple une IA qui va aider à mettre en place des campagnes de fidélisation client, on n'a pas besoin d'avoir toute l'entreprise, y compris la production, les entrepôts, etc., qui ont des données digitalisées de qualité. On a besoin d'avoir le département concerné. Et quand on dit de qualité, bien évidemment, donc il faut s'inquiéter de l'intégrité, de la propreté des données, mais c'est des sujets en fait qu'en amont, donc on peut tout à fait travailler sans un grand problème. Deuxième levier pour réussir, c'est une équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est un sujet vraiment clé. Pourquoi? Parce que l'IA va être mise en place par les hommes métiers, par des gens comme vous. Donc, il faut absolument que l'équipe ne soit pas une équipe de gens techniques qui mettent en place la solution,
Mais il faut que les métiers, les gens de la sécurité, les gens du juridique, enfin toute, je dirais, la pluridisciplinarité de l'entreprise soit présente dans ce projet d'IA. Donc, et surtout, bien évidemment, en priorité, les gens du métier. Également, mais ça c'est aussi valable pour tout projet de transformation dans une entreprise, c'est d'avoir un sponsor au bord de l'entreprise qui, bien évidemment, va de son côté appuyer sur le projet, enfin, sensibiliser toutes ses équipes et être réellement le sponsor au bord de l'entreprise. Voilà. Si on n'a pas, je dirais, de ligne directrice et de guide venant du haut, ce n'est pas possible. Enfin, ça ne fonctionnera pas. On ne change pas des process sans l'aval de toute la chaîne. Et enfin, donc là, je reviens sur le sujet de l'approche pragmatique et par étapes. Et là, je vais vous en parler en passant au slide suivant. Alors, la première chose, quand on veut mettre en place un projet d'IA, c'est d'identifier le cas d'usage et le bon qui va me permettre, bien évidemment, de valider que j'ai un ROI. Donc, pour identifier le cas d'usage, il faut premièrement définir la stratégie. Donc, est-ce que je veux de l'IA pour personnaliser mes offres, me différencier? Est-ce que c'est pour gagner en productivité? Est-ce que c'est pour fidéliser? Enfin, tous les sujets qu'on a vus. Donc, il faut déterminer, bien sûr, quelle est la cible et l'enjeu prioritaire et sur quel domaine. Est-ce que c'est le département retail de telle entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise globale? Est-ce que, etc. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé donc l'initiative et le lieu où l'implémenter, le périmètre précis, donc il nous reste à sélectionner la solution. Donc, il faut bien évidemment identifier les éditeurs, sélectionner la bonne solution. Donc, et pour cette démarche, notre entreprise a mis en place une offre, dont je vais vous parler juste après, qui s'appelle Éveil.IA et qui permet d'identifier à la fois l'initiative, mais également de pré-cibler là où les solutions potentielles pour répondre à cette initiative. Donc, une fois que l'on a trouvé l'initiative, sélectionné là où les solutions, on passe au proof of value, donc l'étape dont je parlais juste précédemment, qui va permettre de définir le périmètre potentiel de ce proof of value, d'adapter la solution de l'éditeur, il y a toujours des adaptations à faire, et bien évidemment de mettre en place des indicateurs pour, dès cette phase, mesurer le ROI. Ensuite, on passe à la phase de test sur un projet qu'on va appeler V1, c'est-à-dire le V0 du projet, où là, on a fait la preuve que le proof of value apporte de la valeur. Donc, on élargit le périmètre, on met en place l'incidence et la conduite du changement dans l'organisation et dans les tâches RH de l'entreprise. On peaufine évidemment la mesure du ROI, puisqu'on n'est plus sur la même échelle. Donc ça, c'est, je dirais, l'étape 2. Et enfin, l'étape 3, là, on peut déployer son projet à l'échelle de son entreprise ou du département entier dans lequel on a mis en place le projet, et avec, bien évidemment, une industrialisation du déploiement. Donc, on adapte à son organisation et toujours, on contrôle, bien sûr, la mesure du ROI. Voilà. Et toutes ces phases-là, on est à même chez Speedianet de vous accompagner sur toutes ces différentes phases et surtout de vous aider sur la partie mesure du ROI et conduite du changement. Donc, voilà pour le sujet des étapes d'un projet d'IA. Maintenant, je vous en ai promis tout à l'heure, très rapidement, vous parler de l'offre Éveil.IA. Donc, qu'est-ce que c'est que l'offre Éveil.IA? En fait, ça permet de déterminer quelles pourraient être là où les initiatives intéressantes qui peuvent être porteuses de ROI dans mon entreprise. Et ça passe par plusieurs phases. Une phase de diagnostic performance IA qui se joue en ligne avec un questionnaire et qui permet de construire des radars et qui va vous indiquer
Donc, quel est l'effort à faire pour moi? Quelle est la faisabilité de mettre en place un projet de ce type? Qui va vous indiquer quelle est la stratégie que je cherche à mettre en œuvre pour l'IA et qui va bien sûr vous cibler le domaine dans lequel l'implémenter. Donc également ce projet, donc cette offre Evelia, ça dure à peu près une semaine avec des interviews, avec donc ce diagnostic en ligne qui est fait donc par plusieurs personnes pour avoir plusieurs angles de vue dans l'entreprise, avec bien évidemment une restitution, avec des ateliers également qui peuvent se passer en visio ou qui peuvent se passer en présentiel quand on pourra. Voilà, et surtout qui se termine par une préconisation d'initiatives et de solutions potentielles à mettre en œuvre. Donc, ce que je vous propose, donc pour vous qui êtes aujourd'hui auditeur de ce webinaire, c'est de réaliser gratuitement une des phases de cette offre Éveil-IA, qui est la phase la plus intéressante et la plus importante, qui est la phase de diagnostic. Donc, et cette phase, ce que je disais très rapidement tout à l'heure, c'est qu'elle va vous permettre d'obtenir vos 3 radars. Le premier, c'est celui qu'on appelle le radar ADN, c'est-à-dire est-ce que mon entreprise a de l'appétence pour la technologie? Est-ce que j'ai la capacité de reskiller des gens? Est-ce que je suis une culture plutôt de l'innovation ou pas du tout? Etc. Et donc, en fait, ça mesure l'effort à faire pour mettre en œuvre un projet innovant, alors que ce soit de l'IA, et ça peut être aussi, bien sûr, autre chose que de l'IA, mais un projet qui demande de la technologie innovante. Également, deuxième radar, le marché. Par rapport à l'analyse de votre marché, on va identifier quelle est la stratégie la plus propice à mettre en œuvre. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est plutôt de la personnalisation de mes offres? Est-ce que c'est plutôt de la productivité dont j'ai besoin? Est-ce que c'est plutôt de trouver de la localisation de points de vente? Est-ce que, etc., etc. Donc, c'est déterminer la stratégie. Et troisième radar, c'est déterminer quel est le domaine d'application qui aurait le plus de sens et le plus de chances d'avoir un ROI donc, pour mon entreprise. Donc voilà, donc cette offre donc, fait partie intégrale donc, de notre offre Éveil-IA, qui est un des 3 piliers de l'offre Éveil-IA. Je vous propose donc gratuitement de la jouer avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez un petit peu de temps, donc c'est très, très court puisque c'est un questionnaire qui dure à peu près, allez, je vais dire une demi-heure, 3/4 d'heure en ligne. Et après, donc c'est nous qui travaillons sur l'analyse de vos réponses et qui donc, proposons de faire une restitution de ces éléments. Voilà, et donc de réfléchir avec vous sur ce qui pourrait être intéressant demain pour votre entreprise. Donc voilà, donc j'en ai terminé. Je suis juste à l'heure. Je vous avais promis donc des questions-réponses donc pendant un quart d'heure. Et ben le quart d'heure est arrivé. Donc vous pouvez donc réactiver vos micros pour poser des questions. Donc voilà, et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ah, attendez, peut-être j'ai oublié une petite chose. Avant de passer aux questions, je vais vous demander un dernier petit sondage parce que peut-être que certaines personnes vont se déconnecter. Donc, avant que vous vous déconnectiez, alors, je vais vous lancer un dernier petit sondage. Voilà, je lance le sondage. Donc, 2 petites questions. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes et est-ce que vous le recommanderiez? Voilà, si vous pouvez répondre, je vous remercie. Je vous laisse encore 20 secondes pour répondre aux questions. Alors, OK. Je vous partage les résultats en toute transparence. Donc, une grande partie, oui. Alors, pour tous les gens à qui ça a répondu partiellement ou pas, donc je suis d'autant plus à l'écoute de vos questions, pouvoir y répondre, voilà, et essayer peut-être d'aider à trouver les sujets, enfin, ou à répondre, à adresser les sujets que je n'aurais pas adressés. Donc, la parole est à vous. Oui, Oui, Laurent. bonjour Sylvie. Bonjour. Oui, très bien, je vous entends. Bonjour Laurent. Oui, Laurent Lechrome. Parmi les freins que vous avez cités,
Oui. Vous n'avez pas évoqué les dégâts que peuvent provoquer aussi et les écueils de l'IA. On le voit très souvent vous avez parlé de réponses automatisées à des mails clients ou pour la satisfaction client. Vous n'avez pas parlé de cet écueil qui est justement qu'on réponde à côté. Et c'est le cas aussi pour les robots. Souvent, on dialogue avec des robots. Moi, ça m'a arrivé vraiment très, très récemment. Ça m'est arrivé de dialoguer avec un robot, de m'énerver parce que finalement, je ne trouvais pas la réponse à ma question qui était pourtant rudimentaire. Et finalement, ça a un effet contre-productif, voire même des dégâts, puisqu'on peut accepter, je pense, une erreur humaine ou de ne pas savoir, alors que finalement, on veut une réponse de l'IA qui soit ferme, définitive et correcte. Alors, votre intervention est très à propos, Laurent, parce qu'en fait, c'est vrai, nombre de solutions, et notamment, c'est surtout autour des callbots, des chatbots, des voicebots que ces sujets-là, en fait, c'est vrai, sont très contre-productifs, parce que vous avez beaucoup de solutions qui ont été implémentées, mais qui ont été implémentées sans tenir compte justement des process métiers je dirais, et du vocabulaire même métier. Donc, ce qui fait que c'est vrai, il y a souvent des chatbots qui sont complètement contre-productifs. Donc, et les entreprises feraient mieux carrément de ne pas en avoir que d'avoir des chatbots de cette façon-là. Donc ça, je suis complètement en phase avec vous. Et les réponses automatisées, oui, aussi, complètement en phase avec vous. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, il existe des solutions sur le marché qui à la fois font des propositions, mais vous permettent, vous conseiller de valider ces propositions, de les personnaliser, de rajouter des choses, etc. Et c'est ça, en fait, la bonne façon de faire. C'est de savoir déléguer une partie des activités quand il le faut, donc au conseiller, à l'humain, donc et pas forcément adresser tout, et comme vous le dites, de façon pas pertinente, quoi. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a de nombreux chatbots qui ont été implémentés et qui ne sont pas pour moi des chatbots, quoi. Enfin, qui feraient, voilà. Mais parce que le chatbot qui vraiment est un bon chatbot, bah, il connaît le métier du client, il a toute une sémantique qui a été intégrée, il connaît les workflows du client, il connaît la façon de faire des process, et ça, ce n'est pas tous les typologies de chatbot qui le font. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous, Laurent. Et pour vous, les solutions, on va dire, fiables existent aujourd'hui? Oui. En D'accord. fait, de notre côté, chez Spidianet, on a aujourd'hui qualifié, classifié par métier, par secteur, environ plus de 400 solutions françaises dans un premier temps, qui sont verticalisées. Donc, et en fait, on est aujourd'hui en one-to-one avec les éditeurs et on les challenge sur leurs solutions. Et je peux vous dire qu'on a identifié les bonnes solutions. Et selon les métiers, ça va dépendre aussi du secteur, hein, parce qu'il y a des solutions qui sont plus adéquates sur des secteurs bancaires, assurances, telco, et d'autres qui sont plus adéquates sur des secteurs d'e-commerce, de distribution et autres. Donc, tout doit être adapté, en fait, et tout doit être prêt déjà configuré au métier. Si vous avez un chatbot qui n'est pas préconfiguré, donc oui, on a identifié les bonnes solutions selon les secteurs qui permettent d'avoir des solutions, je dirais, pertinentes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Laurent. Oui, parfaitement. D'accord. Est-ce que d'autres personnes souhaitent soit avoir une question, soit souhaitent partager leur point de vue? C'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Sylvie, j'ai une question idiote à te poser. Jamais de questions idiotes. Il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. À partir de quelle taille d'entreprise ou du nombre de clients ou de chiffre d'affaires est-il intéressant de faire poser un diagnostic? Alors là, c'est une excellente question. Je veux dire qu'elle est loin d'être stupide. Donc, non, non, parce que en fait, aujourd'hui, donc l'IA peut adresser toute typologie d'entreprise. Alors évidemment, quand on est une start-up ou quand on est une entreprise qui a 100 millions, voire plus d'euros de chiffre d'affaires, donc on aura un ROI évidemment en relation avec la taille de son entreprise. Plus on a des process donc en volume, plus on met une solution qui va automatiser ou apporter de la valeur, plus on est gros, plus évidemment le ROI sera plus rapide. C'est une question de rapidité de ROI. Mais un diagnostic pour avoir une analyse potentiellement de l'initiative qui pourrait apporter quelque chose, c'est toute taille d'entreprise. Bon, alors évidemment, la start-up qui a 2 ou 3 personnes
je ne vois pas trop l'intérêt, mais dès qu'on a une activité commerciale, dès qu'on a quelques millions d'euros, même de chiffre d'affaires ou même en dessous, il y a du sens. Il y a du sens par rapport à différentes solutions, sachant que le périmètre d'application, là, on a parlé aujourd'hui du marketing, mais en fait, il n'est pas centré uniquement sur le marketing. Donc, vous pouvez mettre ça en place sur des sujets de production, vous pouvez mettre ça en place sur des sujets de commerce, vous pouvez mettre ça en place sur des sujets de logistique. Donc, voilà, donc même une petite entreprise qui a une logistique qui ne fonctionne pas bien, qui a du mal avec ses réassorts et qui perd énormément d'argent, ça peut avoir très rapidement un retour sur investissement. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment le secteur d'activité qu'il faut regarder. C'est là où l'entreprise est peut-être la moins efficiente, où il faut faire cette analyse et regarder si une solution peut apporter quelque chose. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de taille. Ça dépend vraiment du secteur. Ça dépend de la façon dont l'entreprise travaille avec ses clients. Est-ce qu'elle est en B2C, en B2B? Enfin, voilà, il n'y a pas de… Mais de toute façon, le sujet du diagnostic performance et de l'analyse, même si vous ne mettez pas en place un projet d'IA, donc c'est de la valeur parce que ça vous permet d'avoir une analyse sur votre propre performance et ça vous permet de réaliser les sujets sur lesquels vous pouvez éventuellement faire des progrès. Et donc, qu'ils soient avec de l'IA ou autre chose, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, Marianne, si j'ai bien répondu. Voilà. Très bien, Sylvie. Et j'avais une autre question à laquelle tu as en fait partiellement répondu au travers des exemples d'usage que tu as donnés. Partiellement parce que moi, je sais bien que c'est mon cœur de métier, mais en quoi ça peut vraiment bénéficier à l'expérience client? Alors, l'expérience client, j'en ai parlé indirectement quand j'ai parlé Oui, de parcours client, quand j'ai parlé de satisfaction client et quand j'ai parlé de fidélisation client. Il y avait 3 cas d'usage. Ces 3 qui ont été présentés, c'est typiquement en fait des cas d'usage qui participent à une meilleure expérience client. Un client satisfait parce qu'on lui répond rapidement, un client satisfait parce qu'il a 24 sur 24 ses informations immédiatement, un client qu'on fidélise et qui est content parce que voilà, un client, etc. Donc toutes ces solutions d'expérience client qui touchent donc à la satisfaction de l'expérience client, c'est des solutions qui apportent de la valeur. Quand je parlais de l'assurance et que j'ai parlé du cas d'usage autour des parcours clients, ça, c'est voilà, typiquement, c'est l'expérience client. Le client commençait son devis sur Internet, il ne recevait pas forcément en temps et en heure, il retournait à l'agence n'avait pas en temps réel l'information sur le devis, etc. Enfin, voilà, donc l'optimisation du parcours client, ça fait partie de l'expérience client. Donc, et pareil, quand vous êtes sur des sites d'e-commerce, qu'il y a des recommandations qui sont mises en place sur ces sites, même sujet. Quand j'ai parlé de l'exemple de l'enseigne B2B qui vend des équipements aux entreprises. Donc, on est en plein dans l'expérience client quand l'enseigne fait des recommandations complémentaires de produits, par exemple. Donc, en fait, il y a énormément de sujets autour de l'expérience client. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon. Si, tu as très bien répondu, comme toujours, du reste. Et j'ai une dernière question, après je laisse quand même la place aux autres. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est aujourd'hui, je crois que les serveurs vocaux, ça agace tout le monde parce que c'est mal fait, en fait. Comment est-ce qu'avec justement l'intelligence artificielle, on n'arrive pas à améliorer ce service? Tu rejoins un petit peu la même question que Laurent a posée au tout début là, de l'ouverture des questions. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui ne sont pas pertinentes. Enfin, voilà, on a des serveurs qui nous envoient des infos qui ne sont pas percutantes, on demande quelque chose, on tombe sur le mauvais service, etc. Le problème, c'est les entreprises qui ont mis des technologies qui n'étaient pas spécifiques, pas adaptées, qui n'ont pas fait les bons choix de solutions, ou du moins peut-être qui ont fait des choix anciens et qui ne se sont pas reposés les bonnes questions aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de progrès dans les 5 dernières années sur ces sujets de chatbot, codebot, voicebot, ça a énormément évolué. Donc, une entreprise qui a choisi quelque chose il y a 5-6 ans, ce n'est pas toujours aujourd'hui la meilleure. Et surtout, si elle ne l'a pas fait évoluer. Si elle a travaillé sur l'évolution, mais qu'elle a pris le produit
tel que standard et qu'elle l'a fait copier-coller dans mon SI, c'est sûr que ce n'est pas terrible. Donc, ça ne peut pas être voilà, pertinent. Donc, je pense que ça, c'est une question de choix d'entreprises qui n'ont pas, soit qui n'ont pas remis en question les solutions qu'ils ont choisies il y a un certain temps, soit qui ne les ont pas pris le temps de les spécifier à leurs besoins. Donc, et ça, c'est vrai que c'est catastrophique. Hein. Je suis complètement d'accord. Donc, voilà sur le sujet, c'est vrai, important pour les chatbots. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il nous reste encore 4-5 minutes. Donc, on est dans les temps. Donc, si vous voulez en profiter pour poser d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour, c'est Florence Lecrome. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonjour Florence. Bonjour Sylvie. Alors, pas vraiment une question, plutôt savoir, enfin si, c'est une question en l'occurrence, comment vous recommandez, quel est votre périmètre d'action au niveau du territoire, à l'international éventuellement, et quelles sont aujourd'hui vos tailles de prédilection d'entreprise pour votre développement? Alors, je ne sais pas de votre côté quelle est la taille de votre entreprise et ce que vous cherchez. Ce que je peux vous dire, c'est que notre offre, elle est nationale. Alors, c'était davantage pour vous recommander, parce qu'en l'occurrence, je suis affiliée à un partenaire fournisseur qui utilise l'intelligence artificielle avec les prévisions des ventes, les promotions, le site internet, le shop en ligne et le chatbot. Ouais. Donc, à mon niveau, étant donné que je suis en activité de marketing de réseau, je n'ai pas d'incidence, mais par contre, éventuellement, je peux vous mettre en lien avec cette société partenaire fournisseur qui est basée en France. D'accord. Et ma question, c'était plus pour vous recommander, Oui. pour parler de vous, D'accord. quel est votre domaine de prédilection aujourd'hui, dans tous les cas d'usage que vous avez présentés, et sur quel territoire géographique vous travaillez? Alors, pour répondre déjà sur le territoire géographique, donc aujourd'hui, on est à même d'intervenir sur tout le territoire français, donc, et puis territoire proche, hein, Suisse, Belgique, voilà. On n'a pas aujourd'hui, enfin notre catalogue de solutions va être internationalisé, mais il ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'on a essentiellement des solutions aujourd'hui françaises, alors adaptées au marché français aussi, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est l'avantage. Donc par contre, on a une ambition à 2 ans donc d'avoir un catalogue européen et pas uniquement français. Donc, et également, on a à l'horizon, donc 3 ans, d'avoir des implantations pour pouvoir diffuser les mêmes typologies de conseils que l'on diffuse à l'international. Donc, et en Europe, dans un premier temps, il y a déjà 2-3 pays qu'on a ciblés. Mais pour l'instant, ce n'est pas opérationnel. Par contre, pour votre information, on va avoir une plateforme qui va être la première place de l'intelligence artificielle européenne qui va ouvrir, donc si tout va bien, je croise les doigts, le 31 mars. Donc, qui va permettre de référencer, qui aura donc un catalogue de toutes les solutions, donc des 400 et quelques, on est à 430 ou 40 aujourd'hui, mais de toutes les solutions qu'on a déjà évaluer, classifier, référencer tous les éditeurs avec lesquels on a déjà un partenariat, qui va également référencer donc on va dire à peu près 200 à 300 experts dans un premier temps qu'on a déjà préqualifiés, qui vont également pouvoir intervenir, donc soit chez des clients, soit intervenir avec nous sur des missions de conseil, etc. Voilà. Et les clients pourront à la fois requêter donc, ces solutions, pourront demander des conseils d'experts en ligne, donc pourront réaliser le diagnostic que je vous ai proposé là, donc en ligne, grâce à des crédits qu'ils achèteront sur notre plateforme. Enfin, voilà, il y a toute et bien évidemment tout un bloc d'animation qui va être fait autour de l'IA. Donc ça sera lancé donc fin mars, début avril. Donc, et donc à vocation bien sûr territoire national dans un premier temps, et la partie internationale sera plutôt d'ici 2 ans, puisqu'il faut nous laisser le temps de travailler avec les éditeurs, et c'est pas simple. Ça prend du temps, c'est très consommateur de temps. Donc, voilà. Et sur les sujets, après, la deuxième question qui était sur quel type d'intervention. Donc là, aujourd'hui, on a parlé du marketing, donc vous avez compris qu'on est à même de travailler sur ces sujets-là. Au-delà de ça, on travaille très bien aussi sur les sujets de logistique, sur des sujets de production, sur des sujets d'organisation des process et d'optimisation des back-office.
Donc ça aussi, ça en fait partie. Enfin, voilà, donc c'est assez large en termes d'application, de cas d'application dans l'entreprise. Je dirais que les fonctions principales vont être évidemment le marketing, le commerce, vont être aussi la finance à travers les back-office dont j'évoquais, et vont être aussi la partie logistique, logistique et puis liée à la production, bien évidemment. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond au sujet. Oui, merci. Voilà. Bon, puis bon, après, je vous enverrai mes coordonnées si vous souhaitez qu'on discute off, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Donc, OK, donc je vois qu'on arrive donc juste à la demi. Donc, je prends encore, s'il y a encore une question, je la prends. Bien évidemment, s'il n'y en a plus, ben, on va arrêter le webinaire. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute donc, et le partage avec vous, parce que c'est quand même le plus intéressant également. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, n'hésitez pas donc, à nous contacter si vous voulez plus d'infos, si vous voulez échanger. Donc, bien volontiers. Et si vous voulez le sujet du diagnostic performance, il y a. Voilà. Donc, OK, bah, écoutez, merci beaucoup encore. Et puis, très bonne journée à tous. Et puis, certainement, un prochain webinaire sur un autre thème, sachant que oui, pour votre information, donc, j'anime ces webinaires à fréquence régulière. Donc, soit sur des fonctions métiers de l'entreprise, soit sur des secteurs d'activité. Donc, il y aura aussi des focus sur le secteur du retail et de l'e-commerce. Il y aura un focus aussi sur le secteur de l'automobile. Enfin, voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, et merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à tous.